conduit un travail maintenant qui est en cours de recherche de partenaires financiers pour obtenir le financement nécessaire pour la première phase de cet observatoire de Toulouse. Un autre exemple, dans une autre région, sur la thématique insulaire et la thématique océanique, on va dire, c'est la gouvernance de la mer Méditerranée. Donc là aussi, la problématique est de renforcer la compréhension et d'améliorer le cadre juridictionnel de la gouvernance de la mer Méditerranée, afin de développer la coopération internationale autour d'un mode de gouvernance innovant et adapté aux conditions particulières de cet espace maritime. L'ensemble des pays riverains du bassin méditerranéen ont été engagés dans cette dynamique. Ça s'est traduit par la mise en place, à partir de 2005 et le renforcement en 2009, sur la période 2009-2012, d'un groupe d'experts provenant des pays de la Méditerranée occidentale et orientale, qui est une zone généralement peu représentée dans ce type d'animation, je dirais, de rencontres constituées, et se réunir régulièrement pour traiter des questions de gouvernance de la mer Méditerranée. Ça a fait l'objet donc notamment d'un développement d'un groupe de travail sur les canyons et les monts sous-marins, d'ailleurs à l'initiative de l'Agence française des aires marines protégées. Et aussi l'objet de plusieurs publications clés pour les acteurs de la gouvernance en Méditerranée. Aujourd'hui, en termes d'effet de levier, qu'est-ce qu'on attend? On attend donc que la méthode et l'approche en cours de développement dans la partie... on attend un développement de cette méthode et cette approche qui est en cours dans la partie orientale de la Méditerranée. Un mécanisme de pérennisation de cette dynamique de consultation et d'échange d'experts, notamment avec une meilleure intégration sur la Commission européenne, voire l'Union pour la Méditerranée, le jour où l'initiative reprendra son développement et sa mise en œuvre. Et enfin, le développement d'une stratégie sur les canyons et les monts sous-marins en Méditerranée, plus particulièrement. Un autre exemple qui, cette fois-ci, donc, se trouve dans les Caraïbes et sur le secteur privé, donc le secteur hôtelier. Là aussi, ça fait l'objet d'un premier projet sur la période 2005-2008, mais qui s'est intensifié et focalisé sur la région Caraïbe, donc en 2009-2012. La problématique ici, c'était donc de développer des outils méthodologiques à destination du secteur hôtelier dans les Caraïbes, permettant une plus grande prise en compte de la biodiversité dans le développement des futures structures hôtelières de la région. En termes de principaux résultats attendus, obtenus même, le premier résultat était un rapport d'analyse de situation dans les Caraïbes sur le niveau d'intégration de la biodiversité dans le secteur hôtelier. Un guide présentant les principes d'intégration de la biodiversité dans la construction et la gestion opérationnelle des hôtels a été publié, largement diffusé dans la région. Et un guide présentant de nombreux cas d'études dans le monde et l'intégration de la biodiversité dans les structures hôtelières. En termes d'effet de levier et de potentiel de développement, donc deux organisations régionales sur le tourisme durable ont adopté officiellement le guide et les critères, les indicateurs qui figurent dans le guide qui s'intitule Biodiversité, mon hôtel en action. Et les recommandations de ce guide sont applicables à d'autres régions du monde. Un avant-dernier projet, cette fois-ci, qui s'adresse plus à la question de la connaissance de la biodiversité en vue d'améliorer la prise en compte de la biodiversité, notamment dans les politiques nationales et régionales. La problématique ici, c'est accroître la connaissance du statut des espèces de poissons récifaux des Caraïbes, permettant l'inscription des espèces les plus sensibles dans les législations nationales et régionales. Les résultats obtenus mais attendus, puisque le projet est toujours en cours, c'est la réalisation et une publication prochaine du statut de conservation, donc liste rouge de plus de 500 espèces de poissons récifaux, voire même on s'approche aujourd'hui des 1000 espèces qui ont été évaluées. La formation d'experts régionaux à la méthodologie d'évaluation des espèces, selon bien sûr les critères de la liste rouge.
faire la communication auprès des autorités nationales et régionales de données sur les poissons récifaux. En termes d'effet de levier et impact déjà obtenus, 85 espèces évaluées ont été proposées en fait, à l'inscription dans la mise à jour du protocole SPO de la Convention. Le protocole, c'est le protocole des États des Caraïbes pour la conservation des espaces et de la faune dans les Caraïbes. Et puis, qui dépend de la Convention régionale de Carthagène. Et pour les espèces qui seront acceptées, les parties de la Convention devront soit les inscrire sur leur liste nationale, soit élaborer des mesures de gestion, bien entendu. Enfin, le dernier type de projet qui est à un niveau plus mondial, donc c'est la plateforme Sciences, Décisions Politiques sur la biodiversité, IPBES. Ici, donc la problématique, c'est accompagner le processus intergouvernemental de création d'une telle plateforme sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, avec une forte implication de la société civile. Aujourd'hui, la plateforme a été officiellement créée au mois de juin dernier. C'est une plateforme intergouvernementale qui laisse une place encore à définir pour la société civile. Donc le travail de Lucienne a constitué à déjà beaucoup mieux informer la société civile sur les enjeux de ce type de plateforme et puis essayer de favoriser une meilleure implication de la société civile et donc le travail continue. Donc les principaux résultats qui ont été obtenus à ce jour, c'est bien sûr la création et la mise en place d'une plateforme d'information sur le processus d'établissement du PBES, destinée en particulier aux acteurs de la société civile, les membres de l'UICN, notamment les membres non gouvernementaux, mais au-delà aussi d'ailleurs les non-membres, le secteur privé, puisqu'il y a un partenariat, donc, comme vous le voyez ici, qui a été mis en place avec le World Business Council for Sustainable Development, pour permettre la participation du WCSD et puis de ses membres, mais aussi des membres de l'UICN, des membres institutionnels et des membres experts au processus de négociation du PBES. On attend aujourd'hui une précision, et on est en train d'y travailler, sur la définition du niveau et la nature de la participation de l'UICN et du PBES, ce qui est le cas pour en général tous les organismes comme l'IPBES, non gouvernementaux et internationaux, sur lesquels l'IPBES va se reposer. Donc il y a besoin de précision et ça va se faire au cours des prochains mois et probablement lors de la première plénière officielle du PBES en janvier prochain. Donc le développement, les effets de levier et impact attendus, la plateforme a été donc formellement établie en mai 2012. La participation de la société civile au fonctionnement du PBES est acquis par les gouvernements, mais sa nature reste encore à préciser. La mobilisation donc, de toutes les composantes de l'UICN se poursuit pour l'étape de mise en œuvre du futur programme de travail de la plateforme qui devrait être discuté et validé donc, en janvier prochain lors de la prochaine conférence internationale à ce sujet-là. Donc voici, c'était 6 exemples pris dans les trois grandes zones, on va dire, géographiques qui déclinent l'ensemble du cadre logique que Gilles vous a présenté. Pour terminer, l'ensemble de ce travail depuis 2005 a fait l'objet d'une réflexion et d'un travail de capitalisation. On aurait aimé que Jean-Jacques Boussard, qui a réalisé ce travail, puisse être présent avec nous. Il était en début de semaine avec nous, et puis pour raison personnelle et familiale, il a dû rentrer d'urgence en France. On va présenter avec Gilles son travail. Donc 3 produits étaient attendus, une brochure de synthèse de la capitalisation d'Accord4 qui est disponible et que vous allez pouvoir prendre si cela vous intéresse, si vous souhaitez, donc, au fond de la salle. Un rapport détaillé de la capitalisation de l'Accord-cadre depuis 2005, d'où est extrait d'ailleurs cette brochure. Et enfin une application interactive qui est en cours de réalisation, en cours de finalisation, qui permet de constituer la mémoire de l'accord-cadre depuis 2005. Donc c'est une phase qui a duré plusieurs mois, qui a permis
présenter une carte de ce type-là, mais vous aurez tous les détails et ça sera un peu plus clair. Merci Geoffroy, dans la publication. Et donc, ça fait l'objet de, bien sûr, une phase d'entretien assez intense, de va-et-vient avec les différentes personnes qui ont contribué techniquement et opérationnellement au projet, qui étaient qui sont toujours d'ailleurs sur le terrain ou qui ont participé à la première phase. Et ça a permis notamment de dresser ce type de carte qui vous montre aujourd'hui, qui vous donne un panorama assez global de l'ensemble des activités qui ont été menées depuis 2005. Alors, dans le document et dans le cadre de ce travail-là, l'idée était bien sûr de travailler davantage sur l'identification des effets et des valeurs ajoutées de l'accord cadre, avec trois grands types d'effets qui ont été mis en évidence: un effet précurseur pionnier, un effet levier, un effet plateforme. Le premier effet, donc précurseur et pionnier, c'est aussi bien d'un point de vue géographique que thématique et institutionnel, aussi bien pour la France que pour l'UICN. Ça a été la mise en place de processus innovants, on va dire, et d'outils innovants, de démarches innovantes, dans le cadre de l'efficacité des aires protégées. Et, je crois pouvoir vous préciser ça juste après ma présentation. Et puis d'accompagnement de nouveaux processus de type IPBES. L'effet de levier, ça a été notamment sur la question de la mutualisation des moyens entre les partenaires, le cofinancement, mais aussi sur les aspects instruction des projets et l'accès à des méthodologies établies, c'est-à-dire en quoi cet accord cadre finalement a pu se reposer sur des outils et des démarches propres à l'UICN et qui a utilisé cet effet de levier pour continuer, voire démultiplier le travail de l'UICN. Et un effet plateforme à tous les niveaux qui a engagé de différentes manières tout un réseau de partenaires, aussi bien en France qu'à l'étranger, dans les pays francophones, ou même d'ailleurs au niveau mondial. Et vous avez donc juste quelques exemples de différents niveaux d'engagement d'acteurs. Vous voyez ici bien sûr les partenaires français, incluant le comité français pour l'UICN. Vous avez les 6 commissions de l'UICN ont été engagées à des niveaux d'implication différents, mais notamment la Commission mondiale des aires protégées, celle de la sauvegarde des espèces et du droit de l'environnement qui ont eu une implication plus forte, mais aussi bien sûr des membres du l'UICN et des partenaires institutionnels, des membres gouvernementaux, non gouvernementaux. Quelques exemples, donc des États d'Afrique de l'Ouest et centrale bien entendu, des établissements publics et des ONG dans les Caraïbes, un autre exemple, ou les membres de l'outre-mer européen. Voilà, pour finir ma partie, ma présentation, donc un mot rapide sur la présentation numérique de la capitalisation. L'idée c'est d'avoir au sein d'une même application, un même outil, un même produit, l'ensemble de la mémoire de l'accord cadre, ou en tout cas le maximum que l'on pouvait retrouver depuis 2005 et que ce soit à disponibilité de l'ensemble des personnes qui sont directement concernées par l'accord cadre ou qui ont été directement concernées par l'accord cadre ou ceux qui souhaiteraient avoir des informations bien sûr sur l'accord cadre. Donc ça sera disponible prochainement. En fait, ça contient donc 40 projets qui ont été documentés et analysés depuis 2005. Vous voyez quelques exemples en fait de quoi on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre. Et vous avez donc ensuite la possibilité de trier les informations bien entendu et de faire une synthèse même sur les informations liées à l'accord cadre. Aujourd'hui donc cet outil, ce produit en fait va regrouper 500 documents qui seront disponibles, largement disponibles auprès des personnes qui sont intéressées. Nous verrons s'il est possible d'ailleurs de le mettre dans les pages internet dédiées à l'accord cadre sur le site internet de l'UICN. Voilà, donc je vais laisser la parole à Gilles, mais encore une fois je voulais remercier aussi l'ensemble des personnes qui ont contribué sur le terrain. Il y en a quelques-uns dans la salle. Tous n'ont pas pu venir. Ils sont dans différents ateliers aujourd'hui, mais je pense que c'est important de pouvoir
bien les remercier de leur contribution. Et il y a eu de nombreux ateliers, encore demain pour la dernière journée du forum, qui ont présenté spécifiquement différents projets de l'accord cadre. Je vous remercie. Merci Arnaud. Juste très rapidement, quelques enseignements. Vous voyez que c'est pas facile de résumer plus de 8 ans de coopération, une très grande richesse d'instruments, de thématiques, de modalités de travailler ensemble. Globalement, on a confié à des évaluateurs en juin dernier, indépendants, un regard un petit peu critique là-dessus. Et bon, ils sont sortis avec effectivement une image relativement enthousiasmante, très riche, hein, duquel on peut sortir quand même quelques enseignements, au-delà d'une satisfaction très générale des deux côtés. L'accord cadre, finalement, on le valorise d'autant plus qu'on y met de l'impulsion politique. Hein, et ça, très clairement, dans les périodes où on avait effectivement dans les équipes ministérielles, à la direction générale de l'UICN, ou un petit peu dans les cercles, je dirais, de la CMD, ou des gens qui étaient capables effectivement de donner cette impulsion à l'accord cadre, je pense que là, l'instrument a joué de toute sa puissance et effectivement engendré des dynamiques extrêmement innovantes et fortes. Par contre, dès lors, effectivement, que ce portage politique était moins présent, effectivement, les épaules des agents techniques, d'un Arnaud, Gilles et autres, étaient souvent insuffisantes pour porter tout ça. Hein. Donc, faire vivre politiquement un accord cadre comme ça, je pense que c'est important. On a lancé, c'est la qualité et le défaut des actions pilotes, c'est-à-dire qu'on a lancé des choses innovantes en termes de partenariat. Il faut évidemment maintenant inscrire ces partenariats dans la durée. L'UICN étant aussi une plateforme, je pense que c'est une bonne structure pour le faire. La question des financements est habituelle à ces affaires-là, mais évidemment, pérenniser des financements sur le long terme, c'est une vraie question. Le partage de l'expertise, le dialogue, les journées, les ateliers, les processus qui mettent effectivement en dialogue les experts du réseau UICN et les experts du réseau français, pour peu qu'ils soient différents, car souvent ils sont co-participants. Eh bien, quand on réussit effectivement à réunir ces réseaux d'expertise, là encore, énormément de choses positives sortent de ça. Par contre, s'est-on toujours donné les moyens pour le faire aussi souvent et sur l'ensemble des thématiques qu'on a essayé de porter? Peut-être que non. Donc là, il y a aussi vraiment un potentiel extrêmement fort à développer sur cette mise ensemble, hein, en groupe, de l'expertise des réseaux français scientifiques. Je pense à tous les organismes français. Doté d'une recherche publique sur la biodiversité qui est quand même une des plus importantes au monde. Je pense que le dialogue avec le réseau mondial de l'UICN est essentiel. Évidemment, tout ça nous enseigne qu'une reconduction de l'accord était envisagée, donc en cohérence avec ces enseignements. Merci donc d'avoir suivi ce marathon de présentation de l'accord cadre. Donc on va passer à la seconde partie, hein, où on souhaite donner un coup de zoom, présentation et débat sur la situation en Afrique de l'Ouest, la situation de la biodiversité vue à travers un projet sur les aires protégées et un débat peut-être un petit peu plus général, hein, sur les solutions. Donc je vais passer la parole à Christophe Lefebvre, que je ne présente pas, sa casquette marine protégée, sa casquette UICN élu régional, sa casquette voilà, donc je lui laisse la parole. Il va animer ce débat et lui-même passer la parole à Geoffroy pour la première partie de la présentation. Merci, bonsoir. Merci Gilles. Je crois.
on avait un peu peur sur le rapport d'évaluation, parce qu'on avait peur que la note de l'UICN soit dégradée. Comme on a gardé notre triple A, avec nos 3 ministères, on est quand même ravis de savoir qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Voilà, bon, je précise, je suis dû le signaler, le comité français de l'UICN, je dois en profiter pour dire que il n'y a pas de différence entre le comité français de l'UICN et l'UICN. Le comité français, c'est l'UICN. Nous travaillons pour l'UICN. Nous sommes un des agents de l'UICN, c'est un constituant. D'ailleurs, les comités nationaux sont des constituants statutairement de l'UICN. Donc ça, je tenais à le préciser parce que c'est très important. Je pense que parfois, le comité français peut avoir des divergences, peut-être des opérations différentes de celles de l'UICN international. Pas du tout, nous sommes en phase avec le cœur de métier de l'UICN, ce rôle d'influence, et je tenais à le souligner. Voilà, mais tu ne m'as pas donné la parole pour ça, donc je reviens sur... je commencerai par un témoignage, je ne devrais pas parce que ça ne va pas m'arranger. Parce que j'ai fait des missions d'expertise en Afrique de l'Ouest, puisque ça va être le sujet de travail. Et j'ai fait plusieurs expertises.